À chaque fois que tu poses une question à ChatGPT, un serveur s'active, de l'électricité est consommée, de l'eau s'évapore. Et si l'IA qui est signe du progrès allait être aussi la chose qui allait détruire notre époque. On va essayer ensemble de comprendre comment l'IA agit du coup sur l'environnement, agit sur notre société, sur notre morale, sur notre santé aussi, qui est quelque chose de très peu parlé. L'IA générative, on la trouve partout. Mais déjà, c'est quoi l'IA générative? Parce que moi, quand j'ai vu ça, je comprenais pas ce mot générative. Donc, l'intelligence artificielle générative, c'est pas comme l'IA, il y a une petite différence. En fait, l'IA, tout simplement, c'est, bien sûr, je vais mettre de la rousse, je vous sors pas une définition comme ça. C'est vraiment, je vous mettrai aussi dans la description toutes les sources, tous les articles pour que vous après vous puissiez aller les voir, vous aussi vous renseigner sur le sujet. Et puis il y a peut-être que je vais pas tout dire dans cette vidéo, donc c'est bien aussi d'aller se renseigner par soi-même. Donc l'IA pour la rousse, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre pour réaliser des machines dont le fonctionnement s'apparente à celui du cerveau humain. Je suis pas spécialiste dans ce sujet, mais en fait avec les codes, etc. dans l'IA, ils essayent de reproduire en fait tous nos chemins que font notre cerveau, parce qu'on a plein de petits chemins partout. Et du coup, l'IA, ils essayent de reproduire ça. Et l'IA générative, c'est une branche de l'intelligence artificielle consacrée à la création de contenus comme des vidéos, des podcasts, de l'audio, voilà, de manière autonome à des requêtes formulées en langage naturel. Et donc l'IA générative, en fait, c'est ChatGPT, c'est Gemini, c'est Grok qui peut avoir aussi sur X, anciennement Twitter. Je sais que maintenant il y a de l'IA aussi sur Canva. Donc voilà, c'est de l'IA générative aussi quand, par exemple, on peut demander à Canva de nous reformuler une phrase ou de nous faire une nouvelle photo. Donc voilà, ça c'est de l'IA générative. Et nous, on va donc se concentrer sur l'IA générative. Pourquoi? Parce qu'elle est partout. Elle écrit des textes, elle écrit des vidéos, elle crée des photos, elle crée même des musiques et elle répond à toutes les questions, parfois mieux qu'un humain pourrait répondre, mais c'est pas tout le temps le cas. C'est surtout quelque chose qui est très rapide, qui est très impressionnant et qui permet à quelqu'un de lambda comme vous et moi d'avoir un accès pour créer des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Mais cette magie, elle a un prix. Je pense que tout le monde a vu passer ces photos de Starter Park, de style Ghibli, il y en avait de partout. Mais quand il y a eu cette trend, le cofondateur et PDG de OpenAI, Sam Altman, qui est donc derrière ChatGPT, a affirmé: nos serveurs fondent, nous allons devoir introduire certaines limites. Le 31 mars 2025, quand tout le monde s'arrache les Starter Park, les photos Ghibli, il y a plus d'1 million d'inscriptions supplémentaires en une journée sur ChatGPT. Et le problème, c'est que chaque trend déclenche des millions de requêtes simultanées. Et c'est donc là le problème, c'est ce moment-là où il y a plein de personnes qui utilisent en même temps et qui est peut-être quelque chose pas forcément très utile, et c'est là que ça pose problème pour la planète, pour notre environnement. Derrière chaque réponse que vous donne ChatGPT, Gemini, Mistral, il y a des data centers gigantesques partout dans le monde pour subvenir à vos requêtes. La demande d'électricité des centres de données devrait plus que doubler en 2030. Et là, bien sûr, dans certains centres de données, il n'y a pas que de l'IA. Il y a aussi les recherches Google, les recherches YouTube. La vidéo actuellement que vous regardez sur YouTube, c'est dans ces data centers, c'est grâce à ces data centers que vous pouvez la visionner. Mais attention, c'est que ChatGPT, Gemini, Mistral, ils consomment beaucoup plus qu'une simple recherche Google. Par exemple, une recherche d'environ 40 tokens sur ChatGPT consomme environ 2 Wh d'électricité. C'est plus de 6 fois la consommation d'une recherche Google. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre que Google, je parle de Google le moteur de recherche, pas par exemple Gemini, mais que Google et ChatGPT, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Google, c'est un moteur de recherche. Même s'il est très performant, c'est juste un moteur de recherche. ChatGPT, Gemini, Mistral, ce sont des IA génératives. Elles vont vous donner des réponses complètes, elles vont aller les chercher, elles vont faire comme notre cerveau. Elles vont travailler très dur en fait. En fait, vous n'avez pas à aller chercher des sources, à aller chercher dans des articles. Vous avez directement la réponse. Même s'il faut quand même se méfier de ce que peut dire ChatGPT. Selon un rapport publié en avril 2025 par l'Agence internationale de l'énergie, la demande d'électricité des centres de données liés à l'IA devrait atteindre 945 TWh
soit plus de la consommation totale du Japon. Et cette hausse, elle est directement liée à 3 choses, à le cloud, donc les choses qu'on va stocker, à l'IA bien sûr, et aussi aux crypto-monnaies qui sont quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer parce que ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Mais là, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais c'est quand même aussi très important de le prendre en compte. Le problème, c'est que cette empreinte carbone, elle est très largement sous-estimée. Pourquoi ? Parce que les géants du numérique communiquent très peu de données détaillées. Résultat, l'impact réel de l'IA est probablement beaucoup plus élevé de ce que l'on pense. C'est une estimation bien sûr, mais les systèmes de l'IA auraient pu émettre en 2025 entre 32 millions et 90 millions de tonnes de CO2. Et ils consommeraient entre 300 et 800 millions de litres d'eau par an. Et il y a beaucoup d'écarts et c'est parce que les entreprises communiquent très peu sur ces chiffres-là. Donc c'est très dur de comprendre réellement l'impact carbone de l'IA. Un des chiffres qu'on a pu avoir, c'est que Google, en 2024, ils ont révélé qu'ils avaient prélevé 28 milliards de litres d'eau, dont les 2 tiers potables, pour refroidir ces data centers. Ça commence à faire. Il faut se dire que là, il n'y a pas que Google, il y a tout le reste qui doivent aussi refroidir leurs data centers. Dans les data centers, on a souvent évoqué l'électricité, mais on va moins parler de l'eau. Pourtant, l'eau, c'est essentiel pour un data center. C'est-à-dire que l'eau va permettre de refroidir les ordinateurs qui chauffent. Et comme on a pu le voir, ils utilisent aussi de l'eau potable. Quand même, Google a affirmé que les 2 tiers qu'il avait utilisés en 2024, c'était de l'eau potable. Donc c'est énorme. Le seul exemple qu'on peut avoir avec ChatGPT qui sont des chiffres assez sûrs, c'est que l'entraînement du modèle de ChatGPT 3 dans les data centers américains aurait entraîné l'évaporation d'un peu plus de 700 000 litres d'eau potable. Pendant très longtemps, ce type d'informations sont restées confidentielles et elles le sont encore majoritairement quand même. On a vu, les data centers, l'IA, c'est une grosse demande en électricité et en eau. Mais le problème aussi, c'est que les data centers, ils assèchent des territoires entiers. Prenons l'exemple de la Virginie aux États-Unis, l'Aragon en Espagne et la Mazovie en Pologne. Ces 3 régions, elles ont plusieurs points communs. Elles sont agricoles, elles ont déjà été très touchées par des problèmes de sécheresse et elles sont devenues des zones très prisées pour l'implantation de data centers. Et pourquoi ces lieux ils sont très prisés ? Parce que souvent le foncier y est moins cher, les réglementations parfois plus souples et l'accès à l'eau est facilité. Mais pour les habitants de ces régions, les conséquences sont bien réelles. Baisse du niveau des rivières, pression sur les nappes phréatiques et conflits d'usage. J'avais vu un article, je vais essayer de vous le retrouver, je sais plus si c'était en France, mais en fait il y a un problème, c'est qu'une nappe phréatique, si je me trompe pas, elle peut être détenue par une entreprise. Le problème c'est qu'on sait aussi l'importance des nappes phréatiques pour garder un sol bon, frais et éviter les sécheresses tout l'été. Et si un data center va pomper toute l'année dans une nappe phréatique, on va pas forcément être au courant parce que si c'est détenu par une entreprise privée, ils ont aucune obligation de nous donner des chiffres. En Espagne, un mouvement citoyen est même né. Tu nube seca mi rio. Ton nuage assèche ma rivière. Et ça, c'est un mouvement que j'ai vu, donc je vous mettrai leur site internet pour les personnes qui parlent espagnol ou même anglais. Il y a des parties, il y a des podcasts en anglais et c'est hyper intéressant. Et avec des mouvements comme ça, on assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau. Il y a ces résistances locales qui luttent contre les géants mondiaux. Et comme je vous ai dit auparavant, même s'il y a, là elle est au centre de la vidéo, c'est ce sujet-là que je voulais faire, je pouvais pas ne pas vous parler des crypto-monnaies. Vous dire juste un petit mot que par exemple le Bitcoin à lui seul, il consomme plus que certains pays. Je ne me voyais pas vous parler de l'IA sans vous mettre au moins un petit astérix sur le fait que la crypto-monnaie, ça coûte aussi très cher à l'environnement. Par exemple, quand on a vu qu'une recherche de 400 tokens sur ChatGPT, c'est 6 fois la consommation d'une recherche sur Google, et là, vous vous dites, c'est pas juste une fois, vous multipliez ça par des millions de fois tous les jours. Et c'est là que l'impact, il devient colossal. C'est la répétition quotidienne. Un autre danger que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les dangers sur la santé. On n'en parle encore pas beaucoup, mais j'ai trouvé quelques articles en anglais que je trouvais intéressants. Ça se passe aux États-Unis, c'est des data centers qui sont accusés de fausses couches, de cancer, dans des zones résidentielles où les data centers sont très proches. Et il y a vraiment des mouvements citoyens qui sont nés là-bas. Donc je vous mettrai l'article aussi dans la description pour que si vous intéresse, vous allez le voir. Les causes potentielles de ces maladies-là liées aux data centers, elles sont multiples. Il y a l'émission des particules fines, la pollution électromagnétique, les générateurs diesel de secours et les produits chimiques utilisés
utilisé pour le refroidissement. Même si là, faut pas trop s'avancer sur le sujet, si les études, elles sont quand même encore en cours, ces infrastructures, elles ne sont pas neutres pour la santé humaine, surtout lorsqu'elles sont implantées à proximité des habitations. Et là, pour la fin de cette vidéo, je ne voulais pas vous parler de l'IA sans vous parler des problèmes moraux et sociétaux que celle-ci commence à avoir. Il n'y a pas longtemps, j'allais sur X, j'y vais très rarement, et c'est là que j'ai commencé à voir l'IA de X, donc Grok, qui dénudait des jeunes femmes à leur insu à la demande de personnes sur X. Il y a un exemple où c'est une femme, il y a aussi un exemple où une personne va demander de dénuder un enfant. Et on voit que Grok a donné une réponse, et ça, mais je trouve ça, mais... Voilà, moi je sais pas vous, mais là j'ai vu qu'il y a eu quelques restrictions par rapport à ça, mais pour le moment c'est les personnes qui payent X qui peuvent avoir accès à ces choses-là, en fait, au fait de demander à Grok de changer une photo. Là ça pose des gros problèmes. Qu'on peut changer les photos, qu'on peut mettre la tête des personnes sur des vidéos, sur des photos, que ça soit des choses dénudées, des choses, je sais pas, quelqu'un fait un vol, on peut tout changer maintenant. On peut créer des vidéos, créer des fake news. Il y en a de plus en plus vraiment, que ça soit sur TikTok, sur Instagram, sur X, sur Facebook, où il y a beaucoup de fausses vidéos d'IA, et ça c'est un réel problème. Et là c'est à quand ce que nos gouvernements, les géants du numérique, vont enfin agir contre ça en fait. Après peut-être que ça leur sert aussi à eux, donc ils préfèrent ne rien faire, je sais pas. Et l'IA, elle nous donne l'illusion que c'est gratuit, que c'est magique, mais ce confort, il a un coût bien réel, il a un coût sur notre environnement, sur notre santé et sur nos sociétés. À force de déléguer notre créativité, notre mémoire, notre réflexion, on risque de perdre nous-mêmes quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire notre côté humain. On a bien vu aussi, il y a eu des soucis par rapport à l'IA, les personnes qui se confient à l'IA. Il y a une personne aux États-Unis, si je ne me trompe pas, qui s'est suicidée après des réponses données par ChatGPT. Donc il y a un réel problème, il y a quelque chose à mettre en place. On doit apprendre aux jeunes, aux moins jeunes, aux personnes âgées à utiliser l'IA correctement. Maintenant que je vous ai donné tous ces problèmes, il faut des solutions. Heureusement, les entreprises, elles cherchent de plus en plus à faire des IA, des green IA. C'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est des IA qui sont moins gourmandes, qui consomment moins, qui sont plus petites. Donc peut-être en fait que c'est ça le futur, parce que l'IA, c'est non négligeable. Ça va aider, ça aide même au réchauffement climatique, ça aide au niveau du médical. L'IA, on va être obligé d'utiliser. Mais c'est à quel moment on l'utilise? C'est apprendre à l'utiliser pour le professionnel, pour le progrès pour l'humanité, mais aussi à des personnes qui vont l'utiliser dans leur quotidien. Mais comment? Il faut restreindre un peu ça et faire attention à ce qu'on dit à ChatGPT, faire attention aux informations qu'on lui donne, faire attention à ce qu'il nous dit aussi. Il donne pas toujours la vérité. Donc c'est comment on arrive à lier le progrès, l'IA qui est indéniable. Je comprends aussi que des gens veulent utiliser l'IA, c'est quelque chose, voilà, c'est le progrès. On a envie de l'utiliser, mais comment on l'utilise moins, et on l'utilise d'une manière à que nous aussi on réfléchisse en fait. Parce que oui, nous pouvons limiter les usages compulsifs. On ne va pas demander à ChatGPT de nous créer une recette. Il y a des millions, même des milliards de recettes sur Google, et du coup qui consomment moins. Et surtout, il faudrait peut-être se poser une question tout simple avant chaque usage de ChatGPT. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ce que je pourrais dire, c'est que l'intelligence artificielle, elle est ni mauvaise ni bonne. C'est-à-dire que c'est du progrès, et comme dans toute chose dans le progrès, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Mais il faut faire que le bon côté ressorte à un maximum que le mauvais. Mais là, je trouve quand même ces derniers temps, ce que j'ai vu sur Internet, que le mauvais côté y ressort pas mal. Si l'on veut accepter que l'IA fasse partie de la solution, que ça soit au niveau environnemental, médical, au niveau, je sais pas, financier, il faut aussi qu'on admette qu'on doit comprendre son coût environnemental et que les entreprises doivent être transparentes là-dessus. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous maintenant, vous êtes prêts à utiliser l'IA de manière responsable ?